bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous de Café Mort, le vendredi 20h et le lundi, mais là c'est vendredi en l'occurrence. Ce soir, j'accueille quelqu'un que je connais, qui me connaît très bien. J'espère qu'il ne va pas faire des révélations parce que je pense qu'il m'a connu petit, mais c'est quelqu'un qui est incontournable. Je pense que si dans une émission comme ça, on donne la parole, on fait parler des gens qui ont un vrai parcours, une vraie histoire, de vrais engagements. Je pense que Abdelaziz Laoufi, on dit là, Abdel, tu étais incontournable pour venir à cette émission. Bonsoir Akli, ça me fait plaisir de te retrouver ici. Oui, écoute, s'il faut raconter une vraie histoire, on est là pour ça. Donc je suis content d'être avec toi ce soir et je réponds à tes questions. Alors, c'est quoi l'histoire d'Abdel Laoufi? Vous êtes arrivé quand en France, tout ça? Voilà, c'est... Moi, je suis arrivé à 20 ans en 68. Voilà, donc j'étais fait en Algérie. J'ai vécu la guerre d'Algérie, j'avais 8 ans. Et j'ai fini la guerre d'Algérie, j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et puis, je suis arrivé ici de façon inattendue, parce qu'il n'y a pas de tradition d'émigration dans ma famille, sauf que j'avais un oncle qui avait fait la guerre mondiale, qui s'appelait Hamza, et donc ça compte. Et puis, je suis arrivé en 68. Alors en 68, j'étais étudiant à Paris, ce qu'on appelait les étudiants travailleurs, sans bourse, donc obligés de travailler. Et je suis tombé très rapidement dans une commune qui s'appelait Bonneuil-sur-Marne, assez rapidement, 70. Et à Bonneuil, j'ai rencontré la mairie qui m'ont dit « Est-ce que tu veux animer une fois par semaine les enfants d'un quartier que tu connais très bien, qui s'appelle Fleming ?» Et je me suis éclaté pendant 3-4 ans, tout en faisant des études et en travaillant. Voilà comment je suis arrivé en France. Je suis en France depuis à peu près 50 ans. Et tu es originaire d'où en Algérie? Parce que c'est important. Je suis originaire d'une ville qui est importante dans l'histoire coloniale, puisque c'était une base militaire française qui s'appelle Béchar, ex-Colomb Béchar. C'est une ville qui a été, avec un czar, comme toutes les anciennes... Les anciens villages, les anciennes bourgades algériennes. Et en 1904, les Français ont implanté une base militaire où il y avait la Légion étrangère et tout ce qu'on connaît de l'armée coloniale. Et puis j'ai grandi dans cette ville avec des Juifs, des Arabes, très peu de Français, parce que dans cette base militaire qui était éloignée du nord de l'Algérie, il y avait essentiellement des autochtones. Donc les autochtones, ce sont les Algériens, les Juifs, et un peu de Français qui étaient liés à la base militaire française. Alors, Béchar, c'est 700 km d'Oran, vers le sud, vers le Sahara. C'est entre du Sahara, avant Adrar et Timimoun, c'est ça? Voilà. Et après, c'est le Mali. Voilà, en droite ligne, avant d'arriver à Gao, au Mali, donc on passe par Béchar, évidemment, la porte du désert. Et ensuite, tu as Timimoun, et puis tu as Adrar, et puis après, tu as Borj el Mokhtar, ex-bidon 5, puisqu'il y avait des bidons à l'époque. Bidon 2, c'est juste à la sortie de Béchar. Bidon 3, bidon 4, puis après bidon 5, qu'on appelle aujourd'hui Borj el Mokhtar, juste avant d'aller dans le désert pour arriver au Mali. D'arriver à Gao. Voilà. Alors, et donc, moi je le dis, j'étais un jeune quand je t'ai vu arriver à Bonneuil. Mais à l'époque, on a vu arriver des éducateurs. Alors, tu as commencé comme éducateur, moi je t'ai retrouvé plus tard comme éducateur à communauté, donc si on lui parler de ce parcours. Mais à l'époque, Abdel, il faudra que tu aies aussi le regard que tu avais sur ces éducateurs, parce qu'il y avait des gens comme toi qui fourmillaient d'idées et tout, qui avaient un contact fabuleux avec les jeunes. Moi, je me souviens, j'étais un jeune tranquille, hein, je dis ça pour faire semblant, mais et il y avait Adolfo Kaminski, il y avait Roland. Il y avait quand même, et à l'époque, c'était l'époque où il y avait aussi les gars qui venaient sur le cuir et le baston, il y avait les Hells, c'était un peu plus dur sur nos territoires, et je me souviens de quelqu'un qui est d'un parcours assez dynamique, où tu puisais toute cette énergie, donc on va parler un peu de ce parcours. Dans l'espoir de faire quelque chose, et puis il y avait aussi beaucoup d'espoir en France à l'époque, il faut le rappeler, puisque j'en parlais tout à l'heure avec un ami, il y avait très peu de chômage à l'époque dans cette cité Fleming, à Colonel Fabien, enfin toutes ces cités au grand nom historiques. Et donc le peu de jeunes qui étaient marginalisés, donc ils avaient affaire à nous, les animateurs, les éducateurs. Moi je ne savais pas ce que c'était que ce monde, donc comme je te le disais tout à l'heure, je suis venu un peu par hasard, j'expliquerai pourquoi. Et puis j'ai fait des études et je suis tombé dans le monde de l'éducation, comme on tombe dans la trance, dans la musique, etc. Et donc je me suis occupé de jeunes
qui n'avait rien de particulier parce que à l'époque, ils n'étaient pas très nombreux, les jeunes qui posaient problème. Et donc on est devenu éducateur un petit peu sur le tas. Après, on a fait des formations et ce qu'on appelle la prévention spécialisée, elle s'occupait finalement d'une bande de jeunes. On appelait d'ailleurs les bandes de jeunes. Aujourd'hui, on pourrait dire les bandes innombrables, les îlots sensibles, les quartiers, machin, etc. Mais à l'époque, tu sais très bien que les quartiers étaient bien contrôlés par le mouvement social. Il y avait des gens qui occupaient l'espace public, qui empêchaient qu'il y ait des dérives. T'en étais témoin, je pense. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, comme les éducateurs de Communauté 94, parce qu'il faut les citer, parce qu'après ils allaient aussi avec Champigny, on avait d'autres trucs, mais à l'époque, les éducateurs, c'est vrai c'était vraiment du travail de rue, c'était assez présent le soir. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas ça. Est-ce que, quand je regarde, on a, avec les lois, la protection, il ne faut plus qu'on aille se mettre en danger sur le terrain, alors que, si je me souviens de toi, Abdel, et d'autres, vous étiez en danger permanent, vous? On n'avait pas, nous, le sentiment d'être en danger parce qu'il y avait une relation. Il y avait une relation du fait du petit nombre, relatif, hein, du petit nombre de jeunes qui n'étaient pas bien dans leur basket, mais également, je redis, on était dans un bain d'espoir. C'est-à-dire qu'on accompagnait des jeunes qui allaient passer quelques années avec nous, 2-3 ans hein, au maximum, mais pour lesquels il y avait toujours des solutions. On était installés dans ce dispositif-là. C'est pour ça que la question du danger, on ne la sentait pas. En plus, on était un peu des gens effectivement spéciaux, dans le sens où on s'intéressait à la jeunesse en restant avec elle, en faisant des choses avec elle jusqu'à tard dans la nuit. Et donc de ce fait, on apprivoisait les jeunes et puis vu qu'il y avait une relation très 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 forte, il n'y avait pas cette question de l'éclatement, du souci, du danger ou de choses un petit peu de ce style-là. Donc on avait en quelque sorte un peu la maîtrise des événements. Et ça se passait plutôt bien à cause de l'espoir ambiant. Oui, ça se passait, j'en étais témoin vivant, donc c'est pour ça que là, on sait un truc. Mais Abdel, d'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait un souvenir de Louis Jeannequin, parce que j'oubliais Louis, qui était éducateur, et avec lequel j'ai fait, fin des années 70, mon premier grand voyage, c'était l'ex-Yougoslavie. Où en camion, on a fait toute l'ex-Yougoslavie, je me souviens, c'était un vrai périple. Donc c'est merveilleux aussi, comme quoi les souvenirs reviennent. Alors donc du coup, à Bonneuil, c'est vrai que tu as aussi travaillé sur la musique, tu étais aussi, je me souviens que tu étais déjà musicien. Et donc comment tu as cheminé, parce que je sais que tu as été le leader, quand même, tu as créé un groupe. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cheminement que tu as... Tout en s'occupant de jeunes, on faisait avec eux, on avait une approche économique, tu te rappelles un peu, on faisait des chantiers, des barades caves, de l'affichage. C'est comme ça que je suis parti en Yougoslavie avec Louis. Voilà, de la maçonnerie, enfin des choses non qualifiées. En fait, le principe était celui-là. Faire des choses qui sont abordables pour des jeunes, qui leur permettaient d'épargner des sous pour passer à l'acte de projets comme celui que tu as subi en Yougoslavie, ou d'autres. Moi, j'ai amené des jeunes à New York, au Mexique. Ils étaient partout, oui. Vraiment, on bougeait, mais vraiment de façon... extraordinaire pour l'époque. Mais laisse-moi te parler d'un souvenir, parce que quand même, il faut le rappeler, il y a des paradoxes. En même temps, quand on a commencé à bouger avec des jeunes, on s'apercevait qu'à la montagne, en Savoie, donc dans les Alpes, c'était pas si évident à l'époque d'amener des jeunes, parce qu'on ne trouvait pas place, les gens étaient un petit peu apeurés. Par contre, de voir venir un petit peu des groupes de jeunes avec des couleurs un peu dissonantes, un peu différentes. Donc, il y avait un petit peu ce paradoxe-là. Donc moi, j'ai toujours conjugué cette façon de faire, d'épargner des sous et de passer à l'acte. Et puis une fois que tu as vécu 4 ou 5 expériences avec des jeunes intenses, on s'apercevait que les jeunes, par la formation, par le boulot qui existait encore de façon importante, ils trouvaient très très simplement leur voie. Donc on était un véritable sas. On avait vraiment le sentiment de constituer un sas pour leur permettre de traverser le gué, les turbulences de la vie que rencontrent des adolescents ou des jeunes qui ont été un petit peu en difficulté dans leur milieu social ou familial. Alors la musique, moi j'ai toujours fait de la musique avec les jeunes. Quand on a fini de faire des débarras de cave ou fini de faire un chantier ou des choses un petit peu lucratives, on allait un peu se friter à un groupe qui s'appelait à Bonneuil
prête-moi le mot, un groupe bretonnant un peu... Gwendal. Gwendal, par exemple. Qui a débuté à la Musée de Bonneuil. Voilà. C'était un Voilà. groupe très bon. Au pied Bonneuil. Salut Jean-Marie Renard, qui était le leader à l'époque. Voilà. C'était super. Parce qu'on avait une grosse communauté bretonne à Bonneuil, les gens ne le savent pas. Bien sûr. Roger. Voilà. Et tout le ça. flûtiste. Voilà. Et voilà. Yuan, le flûtiste. Voilà. Il y avait Roger, le guitariste. Donc on était un peu très proche en fait de Roger la musique. Chaube. Voilà. On était. Pardon? C'est Chaube, je crois, son nom de famille, je crois. Roger Oui, Chaube, je crois, oui. Un truc comme ça, ouais. Voilà, et puis tout ça se retrouvait. Il n'y avait pas à l'époque beaucoup de distance. La musique était proche des jeunes et les jeunes étaient proches un petit peu de... Et donc j'ai l'impression que les projets, il y avait Nia, comme on dit en algérien. Nia, ça veut dire la croyance. C'est-à-dire que les gens croyaient un petit peu dans les choses qu'on leur proposait de faire. Et puis la conversation était assez facile. Il y avait à l'époque de la bière dans les bars, de la limonade, enfin c'était tout simple en fait. Et en fait, on pouvait passer à l'acte de projet d'une façon, me semble-t-il, beaucoup plus aisée qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup de propositions, beaucoup de consommation, on a tout vu, ça y est, tout le monde a l'impression de tout connaître, etc. À l'époque, on raconte une histoire, viens, on va au Mexique, et puis on y travaillait, et finalement on arrivait à faire un exploit, parce que l'exploit était réel à l'époque. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les charters et tout ça. Bon, je peux faire vieux combattant, mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant parce que tu as un vrai vécu, un vrai parcours. Tu as quand même quelqu'un qui a connu l'abbé Pierre, parce que je me souviens que la première, parce que je dis ça parce que ça m'est revenu à l'esprit, on était parti je ne sais plus où avec Mark Hoffman, oui. Et le camion est tombé en panne, à Charenton, pas loin d'ici. Et on est rentré chez l'abbé Pierre, qui a sorti son chéquier, qui nous a payé les réparations, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Ça se passait aussi un peu comme ça. Oui, il y avait de la proximité entre... c'est-à-dire, les financeurs étaient identifiés. C'était soit des fondations comme... Enfin, il n'y avait pas encore l'abbé Pierre, mais c'était Emmaüs, la communauté... oui, c'était lui, il habitait là. Voilà, il habitait pas très loin, vers Champigny. Voilà. Et donc, puis il est amoureux du Sahara, je crois, comme toi. Bah oui, il est le bienvenu. Hein. Et donc, les choses étaient un peu plus... je parle de la croyance. Comme il y avait de la proximité, donc on arrivait à mobiliser les gens beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Donc peut-être, c'est ça le sentiment principal, c'est qu'à l'époque, on était vraiment les éducateurs, les animateurs, les instituteurs, etc., les élus, c'était des acteurs, parce que la proximité était réelle. Il n'y avait pas tout le bins qu'il y a aujourd'hui. On va venir aussi, parce que moi je me souviens, Abdel, effectivement, de ce que tu l'as dit, et c'était important, c'est-à-dire que toi, il n'y avait pas, entre guillemets, l'esprit de gratuité, c'est-à-dire qu'il fallait travailler d'abord, tout à fait, pour essayer de mettre un peu de pécule, et après on pouvait organiser des choses, et c'est là où tu avais des gens. Mais enfin, des gens fait. Je me souviens à l'époque, ils ont fait beaucoup de choses. Hein, les gens en gardent encore un souvenir. Moi, quand on parle de cette période-là, c'était une période entre guillemets qu'on appelait phase de l'éducation populaire, même si c'était la prévention spécialisée. Et donc tu fourmilles d'idées. Donc quand tu vas nous parler aussi de comment tu as créé l'auberge des idées justement, parce que je parle pas de tout ce que tu as fait à Bonneuil, les groupes où tu as mis les jeunes et tout ça. Et le groupe Gardien de Béchard, comment ça t'est venu l'idée justement de se créer ce groupe? Alors pour la musique, évidemment, comme je te disais, on baignait dans la musique, d'ailleurs la musique diverse. Mais on doit dire que dans les années 80, avec l'émergence du mouvement social, on va dire principalement Beurre, un véritable mouvement social qui a d'ailleurs culminé avec la marche de 83 et 84, on y était présent. On a servi, disons, de courroie de transmission, d'accueil à tout ce mouvement-là. À partir de là, ensuite, on s'est inscrit un petit peu dans des revendications d'avoir notre place. Et pour avoir notre place, on s'inscrivait avec notre culture et avec notre musique. Donc, pour ma part, la musique, j'ai un souvenir très très net. Je travaillais en collaboration avec une MJC qui se trouve à Créteil, au Montmélie, et elle s'appelle la Lucarne. Elle était tenue par un directeur dont je ne peux pas oublier le nom parce qu'il s'appelait Mitterrand. Bon, ça n'a rien à voir avec le président, mais dans ces eaux-là. Et j'ai été le voir et je lui ai dit j'aimerais bien faire une activité dans cette MJC. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit un peu de musique. Il me dit moi j'ai besoin qu'on donne des cours d'arabe. J'ai dit je peux faire des cours d'arabe en musique. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à faire des petites chansons en apprenant aux gens à écrire un peu des lettres en arabe.
Et de proche en proche, comme ça, la musique est née de cette façon-là. Et je pense que ça fait partie, cette émergence de l'identité qui s'ancrait un peu dans la société française, elle est partie de petites expériences comme celle-là. Donc voilà, d'un cours d'arabe en musique, c'est devenu un groupe de musique. Je l'ai fait avec des jeunes d'abord, du Montmélie, de Créteil. Puis ensuite, bon, on est passé à d'autres choses. On s'est rapproché de gens qui étaient un peu plus musiciens que nous. Et on a créé des groupes. Et en fait, le groupe que j'anime encore aujourd'hui, en collaboration avec Tayeb, avec Mohamed, avec Aïcha et tout ça, qui est un vrai groupe qui dure depuis 20 ans, ça correspond aux années 90 à peu près. Donc en fait, c'est une progression. La densité de notre culture, elle a commencé dans les années 80, puis ensuite elle s'est ancrée et elle est devenue une réalité dans les années 90. Le problème du terrorisme y est pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on a été obligé aussi de préciser nos pensées, de nous affirmer encore plus et de dire très 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 fort un petit peu des choses qui sont très importantes pour la communauté et aussi pour nous faire reconnaître. Voilà. Alors, le groupe Gada Diwan de Béchar, je vous invite, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Si vous n'avez pas écouté, il faut écouter. Tu parlais d'Aïcha, justement, je l'ai croisé dans un truc il n'y a pas longtemps. Quelle voix, hein, parce qu'il y a quand même il y a des sacrées voix et de sacrés musiciens. Gada Diwan de Béchar, c'est du haut level. Le Diwan de Béchar, qui s'appelle Gada Diwan de Béchar, est une formation qui est formée surtout de chorales et de solistes. Ça, c'est la caractéristique des chants traditionnels en Algérie, mais aussi dans le Sahara en particulier. C'est-à-dire que la chorale est très très importante parce que c'est des chants collectifs. Donc on a fait le choix d'aborder un petit peu cette formule, de faire de la musique de cette façon-là. Donc c'est né, ça prospère et ça voyage partout dans le monde. Ouais. Alors, tu as prononcé une phrase qui te caractérise, tu as parlé de collectif. Moi, j'ai connu toujours Abdel très collectif. Tu as toujours assisté là-dessus. Donc c'est un peu normal que ce groupe soit collectif, comme tu dis, non? Au-delà, c'est de la culture, oui. C'est la culture de Béchar, le collectif. La culture populaire en général est collective. Les notions de leader, ça existe, mais c'est enrobé dans du collectif. Alors, effectivement, pour en revenir à notre groupe, on l'a appelé Gada, qui veut dire une assemblée. Or, une assemblée, Gada, c'est une assemblée assise. C'est l'idée qu'avant toute chose, on s'assoit pour discuter de ce qu'on va faire. Voilà. Donc, en fait, il y a de la concertation, il y a de la connivence, il y a des échanges et il y a surtout de l'unité dans du collectif. Effectivement, ouais, nous avons fait ce choix-là et ça nous va très très bien. Et comme, je veux dire, parce que sur le parcours, il y a quand même, avant de venir au dernier projet, parce que là, les gens comprennent tout ton engagement, tu as toujours fourni l'idée de créativité. Comment en partant de Comité 93, comment tu as eu l'idée de créer l'Auberge des idées, qui est toujours où les gens peuvent se retrouver, qui est vraiment aussi dans l'esprit collectif, du partage, l'esprit de la table et tout ça. Comment t'es venue l'idée d'aller sur cette idée-là de l'Auberge des idées Alors tout d'abord, c'est une conception de la vie. Moi, mon travail, je l'ai fait un peu, j'ai travaillé tout le temps dans le social et dans la culture. Bon, c'est une chance, inouïe, parce que ça te permet de connaître un pays, ça permet de te connaître, ça permet de donner un coup de main, tout en te mobilisant, en étant conscient un peu des problèmes sociaux et culturels. Et la deuxième chose, c'est que je ne conçois pas la vie sans créativité. Et créativité, ça veut dire qu'il faut changer de temps à autre de crèmerie. Et donc, en 40 ans, puisque j'ai travaillé comme beaucoup de gens 40 ans, d'années, oui. On va dire années-lumière, hein, parce que c'est quand même lumineux. Quand on regarde le passé, on a l'impression que, on a œuvré, on a fait des choses. J'ai aussi eu le souci de changer de boîte, de changer d'univers, et donc de proche en proche, de changer soit de commune, soit d'équipe, soit par exemple d'association. Alors pour en revenir au passé récent, l'Auberge des idées fait partie d'une idée simple, avec des copains très très proches, dont Brahim Snoussi, dont Gilbert Gonnet, Claudine, sa femme, ma femme, et puis d'autres amis. On avait tous un passé, on avait tous 30 ans de bouteilles dans le social et dans le culturel. On s'est dit, en s'amusant, parce qu'il faut toujours s'amuser,
tiens, si on se regroupait, on formait une association, on a formé l'association qui s'appelait Génération 2010, puis un lieu qui s'appelle l'Auberge des Idées. On s'est dit, en s'amusant, mais c'est sérieux, à nous tous, tu te rends compte, tu as 30 ans de métier, toi aussi tu as 30 ans, multiplié par 5, ça fait presque 100 ans. On s'est dit, on met en commun. Donc c'est l'idée du collectif et l'idée aussi du respect de l'expérience. Ça veut dire que notre expérience, il fallait qu'elle serve un peu à quelque chose. Donc on s'est dit, tiens, on se mettait en association et on s'est mis à la disposition de notre société, on veut le dire, dans le cadre de la politique de la ville. Et on a fait plein de choses. Le plus beau travail, c'est des documentaires qu'on a réalisés avec le soutien des institutions sur la question de la mémoire de la banlieue. Donc nos mémoires communes, la mémoire des Algériens à Ivry, à Bonneuil, C'était Génération 2010 qui a fait ce gros travail-là. On a fait un super travail qui est encore utile parce qu'il est archivé, parce qu'il est là, parce qu'il revisite les choses. Puis ensuite, on a fait d'autres travaux collectifs en s'emparant de questions sociales, par exemple sur la question de la Marseillaise, pourquoi elle était sifflée dans les stades, par exemple, il fallait se poser cette question. Et on a fait tout un travail d'enquête et de reportage et de portraits sur ces questions-là. Et puis ça rassemblait les gens, ça leur permettait de diminuer les tensions dans les quartiers. Et puis en y associant les jeunes, via le rap, via la musique, via l'expression du théâtre. On a fait vraiment des parcours à des jeunes d'ailleurs, qu'on a accompagnés, mais qui nous ont accompagnés aussi, et du coup, dans cette expérience. Et donc voilà, la dernière expérience était à l'Auberge des Idées, mais cette histoire, elle continue encore aujourd'hui. Oui, l'Auberge des Idées existe toujours. D'ailleurs, j'invite les gens à venir. Moi, j'ai eu l'occasion de venir et tout ça, de passer à l'Auberge des Idées. Il faut y passer. Il faut y vivre une soirée à l'Auberge des Idées. Ah ben, le 23 et 24 novembre prochain, nous allons accueillir des femmes de Béchar. Justement, j'allais venir à ce projet-là. Qui font partie d'une association extraordinaire qui s'appelle Kounouz, qui n'a rien à voir avec les images qu'on se fait des femmes algériennes. Elles sont d'une ville d'arrière-plan, on va dire, aux portes du désert, mais elles font un boulot remarquable. Je viens de les visiter avec un groupe d'artistes de Villejuif, de cette Auberge des Idées, et ils nous ont accueillis avec une qualité extraordinaire et surtout avec une programmation à un niveau de réflexion sensationnel. Donc ces femmes, elles vont venir le 23 et 24 novembre, elles vont faire une restitution de ce qu'elles font là-bas, des échanges avec des gens, on va faire un tour à Orly, voir la population d'Orly. Nous allons dans un café social à Paris, dans le 19e. Tout à fait, nous allons, voilà, tu connais le café, donc café social rue Palicao. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans ce bain-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accentuer et densifier les échanges entre l'Algérie et la France dans le domaine de la culture et du social pour se reconnaître et se faire connaître, pour éviter les tensions. Alors, j'y venais. Donc, le dernier projet, c'est ce village de femmes. Et d'ailleurs, on peut saluer le Conseil général du Val-de-Marne, qui fait un autre monde, qui est une opération magnifique, qui permet de donner une autre fenêtre sur le monde aux gens que celle-là. Et tu as lâché le mot, Abdel, c'est que pour répondre aux tensions, les gens cherchent comment répondre au lieu de monter en sécurité, toujours de s'étourdir alors qu'on sait l'escalade. Tu as posé le mot, c'est la culture qui fait aller vers l'autre. C'est l'alternative. Moi, je pense que vraiment l'endroit, le lieu, et puis l'axe principal, si on veut vraiment rétablir des liens entre tous les pays d'ailleurs, mais plus particulièrement entre l'Algérie et la France, c'est ce biais-là, hein. La culture, et dans la culture il y a l'artistique, mais il y a également le social, et il y a la découverte, il y a le tourisme aussi. Je pense que c'est un axe principal. En tout cas, l'expérience que j'ai depuis des années entre l'Algérie et la France, en allant en Kabylie, en allant à Alger, à Oran, au Sahara, c'est que c'est vraiment très fécond. C'est-à-dire que vous partez avec 10 personnes qui vont là-bas, elles vont connaître, mettons, le pays, et puis 15 ou 20 personnes, elles vont revenir et elles vont divulguer un message de paix, un message vraiment de rapprochement inestimable. Et puis, voilà, comment dirais-je, ça récompense un petit peu le travail que font des gens ici et là-bas et qui ne demandent qu'à se rencontrer. Et je crois que c'est quelque chose qui demande à être médité, mais avec beaucoup de force. En tout cas, nous, on peut témoigner. Et le 24 et le 23 novembre, on va projeter un film
de l'expérience qu'on a vécue là, cette quinzaine à Béchar et à Ensefra sur le chemin, je peux vous garantir que vraiment il y a tous les ingrédients pour, j'allais dire, donner envie aux gens d'aller là-bas, et puis les gens qui vont venir ici, etc. Alors souvent, Abdel, moi j'entends dire que la lutte, l'égalité femmes-hommes, c'est les occidentaux sont plus en avance, excusez-moi d'ailleurs, et qu'il faudrait aider. Mais pas du tout, les femmes algériennes se battent pour leurs droits, elles ont de la vitalité, comme tu l'as vu avec le village, elles s'organisent, elles sont... Surtout, elles le font à leur façon. Je crois que ce qu'il y a vraiment un message qu'il faut qu'il soit très 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 clair, c'est que les peuples, les femmes de tous les pays du monde, et en particulier en Algérie, elles aspirent à l'émancipation. Je veux dire, il y a plein d'exemples. On ne va pas faire le tour de toutes les femmes algériennes qui sont exemplaires en la matière, depuis la révolution algérienne jusqu'à la littérature, Assia Jbar et le reste. Mais je crois que c'est surtout, il faut être patient, il faut être... il faut prendre en compte le temps de chacun, voilà, qui n'est pas le même. Et modeste. Surtout quelqu'un du Sahara, c'est que le temps, c'est pas la même chose. Voilà, le temps. Et puis, il faut être curieux de savoir comment elles font. Et elles ont beaucoup à nous apprendre. En tout cas, moi, je suis arrivé à 2h du matin, le 20 octobre, à Béchar. On était en retard de 6 heures. On a trouvé 10 femmes à 2h du matin qui attendaient le groupe de jeunes Français qui venaient de Villejuif. Ça, je ne l'oublierai jamais. Elles étaient là avec des dattes et du lait. Alors, je veux dire, cette tradition et cette force, elle en dit long sur l'envie et la volonté et sur le potentiel pour s'émanciper. Parce que quand tu es capable de faire ça... Et le respect de l'autre, le respect de l'autre, mais c'est ça. Et c'était des femmes qui nous attendaient. Et puis, on a vu avec elles des hommes. Et ça aussi, il faut le signaler. C'est qu'en Algérie, il y a des hommes aussi qui sont aux côtés des femmes. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on simplifie tout le temps les choses. Mais je peux vous dire que le chauffeur et son copain, et ils étaient là aussi jusqu'à 3h du matin au service de cette expérience. C'était une expérience d'échange. Mais c'était des hommes qui étaient là parce qu'ils ont compris les messages des femmes. C'était les femmes qui ont organisé cette rencontre, mais les hommes étaient là. De même à la télévision de la ville de Béchar, de même à la wilaya de Béchar. Plus d'autres gens qui ont mis à leur disposition plein de choses, des moyens matériels et financiers. Donc, c'est des choses qui donnent vraiment à espérer. Moi, je pense que nous avons tout intérêt à aller encore plus à la découverte de phénomènes comme cela. Et ils sont très nombreux, ces phénomènes de volonté de changement par rapport aux femmes et par rapport au reste dans ce pays qu'est l'Algérie. Alors l'émission elle touche à sa fin, Abdel. Juste peut-être bon, alors à quand, moi je vous pousse sur la culture, à quand les transsahariennes, le festival des transsahariennes, parce que le Sahara c'est quand même un berceau musical du Niger, du Mali, ils sont tous dans le même registre, le registre des Berbères, c'est-à-dire qu'ils sont c'est du numide, enfin le terme qu'on veut, le Divila, et donc c'est des musiques qui sont où il y a un vrai partage, le métissage, le brassage, où on chante la vie, vous avez dit toute la philosophie de la vie dans le Sud. Alors, moi, je pense que l'idée qui me vient tout de suite en tête, c'est que cette télévision Beurre et la télévision de Béchar, voilà deux outils qui pourraient se mettre à la disposition d'un festival qu'on peut construire ensemble. Beurre et la télévision populaire locale de Béchar. Nous avons des contacts avec les uns et les autres. On peut faire quelque chose. L'autre chose qui est tout à fait intéressante, c'est que c'est pas très compliqué. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut juste s'appuyer sur les bonnes volontés. Et les bonnes volontés, elles sont d'abord dans la société civile. Pas du tout parce que les institutions sont un petit peu lourdes, mais on doit aussi observer que quand la société civile bouge de façon très intelligente, elles amènent les institutions à faire des choses derrière. On en a la preuve à chaque fois qu'on fait une action pertinente. Je crois que tu en fais aussi. Hein. En tous les cas, Abdel, je te remercie.
d'avoir accepté. Je pense qu'on pourra encore faire 30 minutes sans problème, parce que c'est vraiment un truc fertile. Et en tous les cas, moi, je voulais faire cette émission avec toi parce que c'est pour saluer ton engagement. J'en ai été témoin d'une partie au moins. Et c'était important pour moi. Et je trouve que, bien surtout, merci à toi. Merci au travail que tu as fait, parce que je peux encore parler avec des gens et témoigner qu'ils gardent un souvenir mémorable de ce qu'ils ont pu vivre avec toi et des voyages qu'ils ont fait qu'ils n'auraient jamais fait ailleurs, quoi. Merci pour eux. Merci pour nos téléspectateurs et téléspectatrices que tu sois venu leur expliquer, qu'ils voient que c'est possible, leur donner l'envie de faire. Et nous, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve lundi prochain. Restez fidèles à Beurre FM TV pour une prochaine émission de Café Mort. Merci à vous toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Bonsoir.